Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui, on retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Serfia. Et là, ça parle de la petite mamie qui a fait le buzz sur Internet pendant la finale du PSG. Donc elle a dit, vous m'aimez comme si j'étais votre grand-mère, pourquoi je ne vous aimerais pas? Mamie Mireille, qui a fait le buzz à 90 ans lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris, a été interviewée. Ils étaient heureux de faire plaisir. Ils étaient heureux d'avoir rendu service. Salut, c'est Robin de BFM. Ce week-end, après que le PSG a remporté sa seconde Ligue des Champions de suite, une vidéo a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Vidéo sur laquelle on voit cette dame en train de danser, en train de fêter le titre de champion avec les supporters du PSG. Cette dame, elle s'appelle Mireille, elle a 90 ans et après plusieurs heures de recherche, je l'ai retrouvée dans Paris. Vous regardiez le match, vous avez suivi le match? Non, pas du tout. Je ne connais même pas la règle du foot, je suis désolé. J'allais à une pharmacie, elles sont toutes fermées, je m'arrête, je me repose dans un magasin guichet frais. Quand c'est fini, je pense qu'il y a de moins en moins de monde, je sors. Mais il y a un raffut parce qu'ils veulent éviter le gaz. Non, madame, n'allez pas là. Je leur demande de me raccompagner s'ils peuvent faire la chaise. Les jeunes qui me répondaient en m'aidant, ils m'accompagnaient jusque chez moi. Et il me touchait infiniment. Ça a aussi montré une autre facette de la victoire, on a beaucoup vu les débordements, mais ça a aussi permis de montrer qu'il y avait une communion qui était possible entre des personnes qui ne suivaient pas forcément le sport et les supporters. Je n'ai pas d'enfants, mais c'était mes petits-enfants que j'avais à côté de moi. Je crois qu'on ne peut pas être plus heureux. Ces personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici, qui ont dansé, qui ont fait la fête, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui si vous regardez à travers cette vidéo? Déjà qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, surtout je les supplie de rester positif et bon. Quand je me suis couché pour enfin prendre du repos, parce qu'il était très tard, je me suis dit merveille. Si je vous dis et pour Mireille? Allez. Parfait, merci Mireille. Du coup, on enchaîne avec le compte de Zap People et là, ça parle de Cyril Hanouna et de sa chroniqueuse Chana Lousteau parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, on a l'impression de voir Cyril Hanouna embrasser sa chroniqueuse. Du coup, il aurait réagi, d'après le compte Zap People, donc c'est marqué Cyril Hanouna réagit à la vidéo d'Aquababe, le montrant embrasser sa chroniqueuse Chana Lousteau en boîte de nuit à Saint-Tropez. Il a dit « C'est vrai que voilà, cette vidéo on adore, sachez qu'il y en aura plein des vidéos comme ça parce qu'on sort tout le temps ensemble et franchement sur la vidéo je ne me vois pas embrasser Chana, il y avait un moustique dans le cou, des moustiques en plein mois de mai au cave du roi. » Ok, sinon belle montre, hein, Oyster Rolex chez Chana et Santos Cartier Squelette chez Hanouna. Du coup, les commentaires. Ce vieux débris de 52 balais se tape toutes ses chroniqueuses de 39 balais. Il a bien raison, elle lui court tout après, il en profite. Si c'est ça, sa réponse, franchement, il se fout vraiment de la gueule de ses téléspectateurs, comme d'habitude, j'ai envie de dire avec lui. On passe sur le compte de Régis les Gorillas qui parle du film de Willem. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Willem, c'est un youtubeur qui faisait des longs métrages sur YouTube. Il faisait des millions de vues. Et en 2020, il a tout arrêté. Il a dit qu'il allait préparer un film. Et 6 ans après, il sort son film. C'est marqué, hein, un film de Willem. J'appuie bien sur le mot film. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, il y a Régis qui dit, sans aucune exagération, l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Critique aujourd'hui sur YouTube. Alors, premièrement, je n'ai pas vu la critique de Régis, mais j'ai vu le film avec ma femme sur Disney+, donc je vais donner mon avis, de random. Et bien sûr, je vais couper l'herbe sous le pied de certaines personnes qui vont me dire « Mais elle est où ta légitimité pour pouvoir parler de film ?» Les mecs, c'est la même chose quand on parle de foot ou bien de combat, tu vois. Il y a toujours des gens pour dire « Ouais, t'es pas spécialisé en ça, tu peux pas en parler. » Les amis, il faut savoir que les randoms, donc la masse, c'est grâce à la masse que ces gens génèrent de l'argent avec les films, les matchs de foot et les combats. C'est la masse qui regarde ces choses-là, d'accord ? Donc je pense que la masse peut donner leur avis, ok ? Parce que si c'était seulement les professionnels qui regardaient, ils feraient pas de thunes, ok ? Bref, soit. Donc, j'ai vu le film et moi, j'ai pas du tout apprécié. En fait, ce qu'il faisait sur YouTube, il a fait en 2 heures, on va dire. Grosso merdo, c'est ça en fait. Parce que j'ai l'impression de voir un téléfilm. Et le problème de dire que c'est un film, c'est que quand tu allumes ton truc, c'est que tu dois voir un film. Moi, j'ai pas vu un film. C'est filmé comme un téléfilm. Et même, à un moment donné, il y avait des gros plans. Le focus, la netteté, j'avais l'impression d'avoir un appareil photo Sony avec un objectif 16 mm Sigma. En tout cas, ceux qui font de la photo et des vidéos vont me comprendre. Il n'y avait pas le grain du cinéma.
Et là, je parle même pas du fond, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, arrêtez de parler de la forme, parlez du fond. » Je vais donner un exemple simple. C'est comme si je te parle de 3 motos. Une moto de course, une moto de cross et une moto électrique. Tu t'attends à voir quoi? Une moto de course, carénage allégé, les pneus pour la course, un gros moteur, une moto de cross, des pneus avec des crampons, elle est légère, il n'y a pas beaucoup de carénage, et une moto électrique avec un gros moteur électrique. Voilà. Après, dans le fond, dire oui, est-ce que le moteur il est comme ça, nanana. Mais déjà, dans la forme, il faut que ça ressemble à un film. Et je suis désolé, moi personnellement, j'arrivais pas à rentrer dedans, c'était pas un film. C'était en fait un long métrage de YouTube qui a été mis sur grand écran. Tout simplement. Moi, c'est vraiment mon ressenti, tu vois. Et je parle même pas des jeux d'acteurs qui étaient, pour moi, certains, c'était pas ouf, tu vois. Bref. Les gens, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, il n'avait pas de moyens. » Toi, dans le film, on voit qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y avait pas de thunes. Et en fait, je pense que ce qu'ils ont ressenti de « il n'y a pas de moyens dans le film », c'était tout simplement que c'était filmé comme un téléfilm, en fait. Je veux pas être méchant, mais on dirait les séries qu'on voit sur TF1 l'après-midi. Je vous jure, les mecs. Et je veux pas être méchant avec lui, mais c'est quand même 6 ans d'attente. Et le film, il n'a pas l'air d'être un film, il a l'air d'être un téléfilm. On dirait un téléfilm au cinéma. Moi, c'est mon avis personnel, tu vois. Maintenant, il y a plein de gens, il y a la fanbase de Willem qui vont me tomber dessus, mais c'est mon ressenti. D'accord? Vous avez peut-être apprécié. C'est comme la nourriture. Il y a des gens qui vont aimer ça, il y a d'autres qui vont aimer ça. Voilà, c'est les goûts, les couleurs, comme on dit, tu vois. Voilà. Mais moi, ce que j'ai ressenti, j'avais pas l'impression d'être face à un film. J'avais l'impression de voir une vidéo YouTube d'il y a 6 ans qu'il a mis en grand écran. C'est tout, les mecs. Voilà. Donc moi, c'est mon avis personnel. Après, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Bref, du coup, on enchaîne, parce que ça fait polémique. Hein, okay. Du coup, on enchaîne avec John DeLorean, c'est marqué, elle lui demande son orientation politique, il dit qu'il vote Jordan Bardella, fin du date, elle se barre. T'es de quelle barre politique? Tu poses la question, elle ou pas? Je te réponds pas. Ah oui? Déjà, quand quelqu'un ne répond pas, 80% du temps, voire 90% du temps, c'est qu'il est d'extrême droite. Quelqu'un de gauche, il s'en cache pas vraiment. Franchement, il s'en cache pas. Quelqu'un de droite, ça va. De nos jours, ça va. Tu vois. Tu peux répondre. Jordan. Bardella? Ouais. Ok, je me casse. Bon, après, elle abuse. Mais bon, comme on dit, hein, c'est ses critères. Du coup, on enchaîne avec le compte de Kunta Wanankinte et là, c'est une séquence avec Pascal Pro. C'est marqué le propagandiste raciste de CNews. Pascal Pro vérifie ce matin si Natacha Polony mérite de rester en France ou pas. Nous n'avions pas d'implantation familiale, pas de... Vous voyez, il n'y avait pas la maison... Mais Polony, c'est de quelle origine d'ailleurs? Alors, c'est très lointain puisque quand on fait mon frère a fait des recherches généalogiques, les Polonies, ma branche, sont en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Ah bon, mais ça vient sans doute de l'Est. Ça vient de l'Est. Du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? C'est une chose qu'il faut ne pas perdre de vue, même en tant que blanc. Ces immondes abrutis vous ramènent tôt ou tard à vos origines. Du coup, on passe sur le compte de Frontières, c'est marqué « J'entends Frontières, FDP, je me tourne, une bouteille en verre m'a été jetée en pleine tête. Ils se sont ensuite jetés sur moi et ont enchaîné les coups. » Témoignage de notre journaliste, comment il s'appelle lui? Garen, oh là là le nom, agressé lors des débordements après la victoire du PSG. Quand je dis oh là là le nom, c'est parce que je veux pas l'écorcher, hein, calmez-vous. En train de couvrir les manifestations et les débordements au Trocadéro, vers 23h30, on est en train de marcher sur place et je vois une bouteille en verre qui s'explose à mes pieds. Je me dis, est-ce que c'est encore une bouteille lancée au hasard? Et derrière moi, j'entends Frontières enculé, Frontières fils de pute. Je me retourne et je vois une bouteille de Heineken jetée en pleine face qui arrive à pleine vitesse vers mon visage. Je me recule, je l'évite. Et en fait, on commence à m'insulter et je vois quelqu'un qui fonce sur moi pour se jeter sur moi et pour m'agresser. C'était des gens qui étaient cagoulés, habillés tout en noir. Et en fait, je rejette le premier avec mon pied, je tombe en arrière et ils se jettent sur moi. Une dizaine de personnes et commencent à me frapper en insultant Frontières, bien sûr. Des coups de pied dans le dos, des coups de pied dans les côtes, sur les bras, des coups de poing. Mais pas dans le visage. 10 personnes se ruent sur lui. Il a rien au visage. Il y en a un qui est mort, hein, et il y avait 3 personnes sur lui. Coup de parapluie, je réussis à me relever, j'en attrape un, on se jette sur une voiture et là il y en a 2 autres qui se jettent sur moi, je prends encore des coups de parapluie, j'arrête un coup de parapluie à la main, je me retrouve par terre, encore des coups, j'essaie de reculer, je retombe et je commence à courir, des dizaines de gens en train de courir derrière moi pour essayer de me frapper, pour m'agresser comme il avait fait quelques secondes avant. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé samedi soir au Trocadéro. Alors on a une séquence, c'est très furtif que vous filmez avec votre téléphone, c'est 3 secondes.
Ah, on n'a pas la séquence. 10 personnes le tapent, il a rien sur le visage. 10 personnes, ça fait 20 pieds. Ils ont raté la tête. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui se fait lyncher, il y a toujours un pour mettre une savate dans la tête. Mais lui... bref, du coup, on passe sur le compte de l'œil média. Il a ça avec Zemmour, c'est marqué « Oups, Éric Zemmour, pris en flagrant de mensonge. Nuit de chaos dans un bar de Paris après un raid de hooligans niçois. Zemmour, je n'ai pas vu. » Je finis. Vous ne nous dites pas comme certains, c'est la société, il y a une forme d'ensauvagement, et vous citez 3 exemples. Non. Vous venez de citer 3 exemples, mais je suis sûr que vous savez. Mais il y en a un que vous ne citez pas, qui s'est produit il y a 10 jours à Paris, qui ressemble quand même un peu à ce qui s'est passé ce week-end. Des centaines de supporters de l'OGC Nice, proches des mouvements d'ultra-droite, qui viennent, qui cassent, qui insultent. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas vu cette... Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ces images. Il y a 10 jours, il y a eu 65 arrestations. Il n'a pas vu, on en a parlé partout. Il n'a pas vu. C'est une dingue. Il y a eu 7 blessés. Je n'ai rien vu. La veille de la finale de la Coupe de France, il y a une personne qui a entre la vie et la mort. Je n'ai pas vu. Et ça, comment ça rentre dans votre logiciel, ces images-là? Je vais vous dire. Mais je n'ai pas vu. Parce que les supporters de l'OGC Nice, c'est pas la horde arabo-musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas vu. Vous me surprenez. Vous n'avez pas vu cette information-là? Je ne l'ai pas vu. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Tout le monde en a parlé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, tout le monde, ça s'est arrêté à moi. Bon, moi, comment ça rentre dans ce que vous dites? C'est la célébration par Bordeaux de son titre. Bègle Bordeaux en rugby. Exactement. Sans aucune exaction ni violence. Ce que j'ai vu, c'est le titre de la Coupe de France de Lens, sans aucune exaction. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que j'ai vu à Budapest, là où se déroulait le match, c'est aucune exaction. Mais en fait, est-ce que le fond de ma pensée, Éric Zemmour, c'était est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous voulez voir? Écoutez, en l'occurrence, je ne vois pas. Et quand des centaines de supporters... Je n'ai pas vu cela. Encore une fois, si j'avais vu cela, je vous aurais dit que je condamne cela. Mais je ne le mets pas. Tu l'as vu là? Ils ont passé la séquence. Est-ce que tu condamnes? Vas-y, condamne. Effectivement, vous avez raison. Pour moi, il va pas condamner. Hein. Ce n'est pas le même contexte historique. C'est des violences que je condamne, évidemment, et ces gens doivent être punis. Mais... Ah, si, pardon, la condamne. Quand je vous dis, moi, vous savez, la violence a commencé en France, ces violences-là ont commencé en France dès la fin des années 70. Ça a commencé dans les banlieues. La violence a permis à l'immigration arabo-musulmane de chasser les classes populaires blanches des banlieues. J'ai bien connu ça, parce que moi j'y ai grandi, vous voyez, dans les banlieues de la Seine-Saint-Denis, dans les années 60, quand j'étais enfant, et en 70, dans les années 70. Donc j'ai bien vécu ce changement d'époque. Et j'ai bien vu comment la violence permettait de s'imposer, de conquérir un territoire et de chasser la population qui était là. Donc je dis, cette violence-là n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite, elle sert évidemment d'abord à des pillages, pour se prendre des choses dont on a envie, et en même temps, c'est une sorte de guerre sur notre sol. Ok, une guerre carrément. Du coup, on enchaîne avec John de Lorraine, c'est marqué quotidien, a décidé de mettre fin à la carrière de Carl Olive. Regardez. Les règles, elles sont pas là pour être interprétées, elles sont là pour être appliquées. Les règles, elles sont connues du plus grand nombre. Une dégradation de l'autorité de l'État. Laxisme et impunité, c'est certainement pas le message qu'il faut faire passer. On doit respecter aussi les valeurs, les règles. L'exemple qui est montré à l'Assemblée nationale n'est certainement pas celui qui est attendu par les Français. Je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d'un ami. Il nous faut un choc d'autorité, une main de fermeté. Tu casses, tu répares. Était-ce la meilleure image à donner lorsque l'on est élu? Probablement pas. Quelqu'un qui ne respecte pas les règles, comme dans le sport, il est condamné. Il y a une personne qui a dit « Moi, j'autorise tous les jours mes potes à venir défoncer le capot de ma bagnole. Je comprends pas ce débat, ça les amuse, je suis content de leur faire plaisir. » Du coup, on enchaîne avec le compte de Marcel, et là, c'est avec Arthur. Et là, il y a cette chroniqueuse qui va dire « L'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. » Et là, il y a Marcel qui dit « Cette conne devrait être condamnée pour révisionnisme, mais ça va, on la laisse sortir, ça sans broncher. » J'avais presque les mêmes émotions que vous quand je lisais votre livre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour moi l'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. Je trouve qu'il... C'est une dinguerie de dire ça, en sachant ce que les Juifs ont subi à cette époque. Hein. Il est beaucoup plus international. Je trouve qu'il n'a pas de logique, il n'a pas de frontières. Mais je dis pas le contraire. Non, c'est que vous dites qu'il n'a jamais été aussi fort que pendant 39-45. Moi, je trouve qu'il est encore plus fort. Depuis 1939, l'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent. J'avais pas compris, mais ok, super. Tu verras jamais un Renoir dire que le racisme est plus fort maintenant qu'avant. Hein.
Du coup, on passe sur le compte de Aymeric Caron qui réagit à Arthur en disant « Désormais, Arthur fait le tour des plateaux pour dire qu'il condamne Netanyahou et il veut nous faire croire que ça a toujours été le cas, mais qu'on lui a jamais posé la question. Pourtant, en septembre 2024, sur le plateau de Quotidien, on lui a posé la question. Il a refusé de critiquer Netanyahou et a justifié le génocide en cours en comparant Israël à l'Ukraine face à la Russie. À l'époque, le génocide avait déjà fait officiellement 40 000 morts, dont 15 000 enfants. Mais il refusait de critiquer car c'est pas facile de dealer avec des terroristes. » Dans le premier livre et dans le second, et vous l'avez lu, il y a un passage entier où justement, je dis que je ne suis pas du tout en accord avec la politique de Benyamin Netanyahou et que les déclarations de Ben Gvir me révulsent. Donc seulement les journalistes me posent pas la question. Ça fait du bien que vous le disiez. Mais je l'ai dit dans toutes mes interviews. Et sur l'attitude de Benyamin Netanyahou, qui est reprochée par certains Israéliens, vous, quand vous regardez cette scène complexe, et tout ça est difficile à évoquer, qu'est-ce que vous vous dites ? Moi, je me dis d'abord que je ne suis pas un politicien et que je ne suis pas à la tête d'un gouvernement. Je dis simplement que peut-être qu'il est plus compliqué qu'on l'imagine de négocier et de dealer avec des terroristes. Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie. Ce sont les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent déstabiliser le monde. Le mec, il se fout ouvertement de la gueule des gens. Du coup, on enchaîne avec le compte de Alerte Info, c'est marqué flash. Donald Trump s'en est violemment pris à Benjamin Netanyahou lors d'un échange téléphonique au sujet des frappes d'Israël au Liban. Il a dit « Tu es complètement fou, tu serais en prison si ce n'était pas grâce à moi. Je suis en train de te sauver la mise. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. » C'était tout l'enjeu de cet appel car le protocole d'accord qui se négocie actuellement entre les États-Unis et l'Iran comprend une fin des combats au Liban. Mais face à la menace d'Israël de bombarder des cibles du Hezbollah à Beyrouth, le président américain Donald Trump n'a pas eu d'autre choix que d'appeler immédiatement Benyamin Netanyahou. Un appel téléphonique extrêmement tendu selon le média américain Axios qui révèle les coulisses de cet échange. Donald Trump a accusé le Premier ministre israélien d'ingratitude. Je cite les mots issus de cette conversation. Vous êtes complètement fou, vous seriez en prison sans moi, je vous sauve la mise. Tout le monde vous déteste maintenant. Un appel qui aurait eu l'effet escompté selon le président américain, puisqu'après cet échange, Benyamin Netanyahou a annulé son offensive à Beyrouth et le Hezbollah a promis de cesser ses tirs. Reste à savoir si ces engagements seront tenus. Et du coup, dans les commentaires, il y a des personnes qui disent « Satan trouve que Shaitan va trop loin ». Mort de rire, imagine, tu vas tellement loin que même le FDP de Trump trouve que tu vas loin. On termine avec le compte de Sarah. Attendez, je traduis ça. Donc c'est marqué, Israël vient de perpétrer un autre horrible massacre dans le sud du Liban, largué d'énormes bombes près de l'hôpital Jabal Amel à Tyr, anéantissant 3 immeubles d'appartements pleins de civils. Les gens sont toujours enterrés sous les décombres. Il s'agit d'un génocide soutenu par les Américains et financé par les Américains. Et elle continue avec un tweet en disant « Au moins 6 innocents tués jusqu'à présent et plus de 23 blessés. » Je ne le vois pas comme un génocide qui a une vision extrémiste. Cela ressemble à un avertissement pour moi. Vous êtes l'un des menteurs les plus sales. Il y avait tellement de terroristes du Hezbollah qui ont été complètement détruits. Ok. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.